La frontière entre les jeux vidéo et les jouets est très mince, comme l'atteste l'histoire de Nintendo. Au fil des années, les deux univers se sont rapprochés, et on a vu naître des productions vidéoludiques prenant place dans un monde de jouets, comme par exemple Clockwork Knight sur Saturn. Cette tendance s'est accélérée après la sortie au cinéma de Toy Story, le chef-d'œuvre de Pixar en 1995. À la fin des années 90, un jeu, qui n'est pas une adaptation de bande dessinée ou de film d'animation, va réussir le pari de replonger le joueur en enfance. Son nom, Toy Commander. Au début de l'année 1997, la Saturn est à bout de souffle et Sega prépare sa future console. Encore en développement, la Dreamcast a besoin de jeux et c'est pourquoi le constructeur se tourne vers des studios occidentaux. À l'époque, Frédéric Reynal et ses collaborateurs cherchent à vendre Adeline Software à un distributeur de renommée mondiale. Entre les deux parties, le courant passe si bien qu'Adeline Software est racheté en juillet 1997 par Sega et devient No Cliché, un nom français pouvant être compris par les anglophones. L'entreprise participera même à l'élaboration de la manette Dreamcast. Un jour, le directeur artistique de No Cliché, Didier Chanfray, regarde son fils jouer dans sa chambre avec des constructions en plastique. Lui vient alors l'idée de prendre une pantoufle afin de mimer un avion qui traverse les buildings. Trouvant le concept génial, il en parle dès le lendemain à ses collègues. L'équipe de No Cliché se met au travail dès la création de la société en juillet 1997. Les premières semaines ne servent qu'à peaufiner les idées directrices du jeu. Et pour cause, les premiers kits de développement de la Dreamcast ne seront disponibles qu'à partir de septembre 1997. La première idée de No Cliché s'inspire non pas de Toy Story comme il serait facile de l'imaginer, mais de Micro Machines. Le studio a en tête un jeu d'aventure mettant en scène de petites voitures. Le concept évolue pour devenir une succession d'épreuves variées et scénarisées. Le choix des véhicules est élargi à des avions, des camions, des hélicoptères, des tanks. Le projet porte alors le nom de Guzerman Project, mais est bientôt rebaptisé Toy Commander. L'équipe de développement, comptant une vingtaine de personnes, apprécie le hardware de la Dreamcast qui se rapproche de celui d'un ordinateur, au contraire de celui de la Saturn sur lequel Adeline Software s'était cassé les dents en essayant de porter Little Big Adventure. Disponible pour le lancement de la Dreamcast en Europe, Toy Commander plonge le joueur dans un univers de jouets. Le scénario narre les péripéties d'un jeune garçon, Gussie, qui fait subir les pires expériences à ses jouets. Exaspéré par la situation, l'ours en peluche Hugolin décide de monter une armée afin de se rebeller. Une histoire amusante qui n'est que prétexte à de nombreuses missions toutes plus originales les unes que les autres. Il faut par exemple déposer du sucre dans un bol de café, pousser des œufs dans une marmite d'eau bouillante en ayant au préalable allumé le gaz, suivre une patrouille de haute voltige, éliminer des sous-marins ennemis ou encore vaincre un lapin Godzilla plus drôle qu'effrayant. Doté d'une bonne durée de vie et au fond un challenge certain, Toy Commander est avant tout un jeu d'action mais demandera également aux joueurs de faire preuve d'adresse. L'intégralité du jeu se passe dans une maison, mais les artistes sont parvenus à varier les environnements en proposant différentes zones de l'habitation. Cuisine, salle de bain, toilette, chambre, hall, mezzanine. Le jeu multiplie les situations pour ne pas lasser le joueur et renouveler la progression, même si les objectifs ne sont pas toujours bien expliqués et que la difficulté peut s'avérer rebutante. Malgré ses petits défauts, Toy Commander est assurément une pépite de l'ère Dreamcast. A l'instar de Christmas Nights, la variante hivernale de Nights into Dreams, l'équipe de No Cliché a créé 2 démos jouables totalement inédites. La plus connue demeure la démo parue dans le Dream On numéro 4 qui invite le joueur à contrôler un Père Noël muni d'un jetpack, un avion et une Jeep. Sortie pour les périodes de fin d'année, la mission se passe durant les fêtes de Noël et oblige le joueur à retrouver 5 cadeaux cachés dans la maison. Ces derniers sont plutôt bien dissimulés et il faudra même descendre dans les canalisations, remplies de cafards. Burk. Cette démo se termine par un joli clin d'œil à la Dreamcast. L'autre démo, moins connue, est parue sur le Dream On numéro 11 et prend place dans un univers estival. Moins original, la mission pousse le joueur à nettoyer la plage des détritus et autres parasites qui polluent le secteur. Oui, encore des cafards. En décembre 2000, l'équipe de No Cliché donne naissance à Toy Racer. Il s'agit d'un petit titre sans prétention basé sur l'univers de Toy Commander. Jouable jusqu'à 4 simultanément, que ce soit en local ou en ligne, il ne propose aucun adversaire contrôlé par l'intelligence artificielle. Les seuls modes solo disponibles sont le contre-la-montre ou l'entraînement. Proposé à tout petit prix, 69 francs, soit une dizaine d'euros, Toy Racer a été conçu en l'espace de 4 mois. A l'origine, Sega a demandé à No Cliché de produire un petit jeu nécessitant une connexion. Comme l'équipe avait tout en place, que ce soit le moteur 3D ou les outils performants, elle n'a pas hésité. Les bureaux parisiens de Sega ont ensuite eu l'idée de lier le jeu à l'association Neuf de Cœur de Jean-Pierre Papin, une chouette initiative. Toy Commander est un titre emblématique de la Dreamcast. S'il n'a pas fait l'unanimité, il demeure pourtant très prenant, que ce soit seul ou à plusieurs. Après Toy Racer, No Cliché avait d'autres ambitions et planchait sur un titre appelé Agartha.
On ne sait pas grand-chose sur cette production qui n'a jamais vu le jour, à part qu'il s'agissait d'un survival horror permettant au joueur de choisir sa propre destinée avant de faire un choix définitif lors de l'épilogue. Malheureusement, Sega n'avait plus suffisamment de ressources pour soutenir sa console et la production de la Dreamcast fut arrêtée au début de l'année 2001. Lorsque No Cliché a fermé, Agartha était à peine jouable. D'après Frédéric Reynal, il restait au moins 1 an de développement. Assurément une grosse perte pour les joueurs. C'est pour cela qu'il faut retenir Toy Commander et ne pas oublier ce talentueux studio éphémère que fut No Cliché.